Pour nous parler des risques réels ou supposés que fait courir ce nouveau péril à l'Afrique, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Tübingen, en Allemagne, le professeur Francine Toumi. Elle est la fondatrice, présidente et directrice exécutive de la Fondation congolaise pour la recherche médicale en République du Congo, enseignante-chercheur en immunologie à l'université Marienne Mouabi et professeur associé et chef d'un groupe de recherche à l'Institut de médecine tropicale de l'université de Tübingen en Allemagne. Le professeur Ntoumi est aussi membre de plusieurs comités scientifiques et réseaux scientifiques internationaux en Afrique et en Europe et apporte son expertise à l'Union africaine en tant que membre du panel de haut niveau sur les technologies émergentes. Professeur Ntoumi, bonjour. Bonjour Christine. Alors, l'épidémie de coronavirus, est-ce qu'elle menace véritablement l'Afrique, comme semble craindre l'Organisation mondiale pour la santé ? Et aussi, merci de nous éclairer sur la différence qu'il y a entre Covid-19 et SARS-CoV-2, je ne sais pas si je le prononce bien. Est-ce qu'il y aurait un risque, par exemple, à ce qu'on assiste à un phénomène de l'ampleur d'Ebola qui, vous vous souvenez, avait provoqué des milliers de morts au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée ? Alors, la réponse déjà pour le moment, est-ce que ce Covid-19, donc ce nouveau coronavirus identifié en décembre en Chine, menace l'Afrique? Il n'y a eu qu'un cas avéré en Égypte à ce jour, mais il y a plusieurs capitales qui ont des vols directs avec la Chine, comme l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Maroc. Donc forcément, il faut rester extrêmement attentif. Et on sait que les systèmes de santé en Afrique sont encore pas très non seulement opérationnels, mais aussi performants. Et donc les laboratoires n'ont pas les outils de diagnostic nécessaires. Et donc nous avons peur d'avoir cette épidémie présente avec une ampleur peut-être qu'on n'a pas imaginée à ce jour. Mais heureusement, à ce jour, il n'y a pas de cas déclarés, en tous les cas en Afrique subsaharienne. D'accord. Non, oui, en effet, vos confrères, donc les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de l'INSERM, ont écrit récemment dans la revue Lancet que 3 pays essentiellement pourraient servir de porte d'entrée au virus, compte tenu justement de leur connexion avec la Chine à laquelle vous faisiez allusion. Alors pour eux, il s'agit de l'Égypte, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Vous avez notamment cité aussi le Maroc. Et la grande plateforme, le hub qui est l'Éthiopie, Addis Abeba, évidemment. Ça, c'est incroyable qu'on ne le cite pas. Il y a des vols tous les jours en provenance et vers la Chine. Donc, c'est une porte d'entrée importante. Enfin, une possible, porte d'entrée importante. Oui, parce que comme vous le faisiez remarquer, pour l'instant, il n'y a qu'un seul cas déclaré véritablement pour l'Égypte et on vient de signaler un cas en Algérie. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres alertes. Donc, est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu trop ce risque pour le continent ? Alors, moi, je dirais, je sais pas, l'OMS tire les leçons de l'épidémie d'Ebola. Il vaut mieux être inquiet trop tôt que trop tard. Donc, c'est important que tout le monde prenne la mesure du danger. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà environ 2600 morts du coronavirus 19. Bon, il y a des morts, la grippe à elle seule tue plus. Donc, influenza tue plus. Donc, mettre les choses en perspective, on a beaucoup de dangers, de maladies qui nous menacent, nous, en Afrique. Tous les jours, il y a le paludisme, la tuberculose qui tue beaucoup plus chaque jour et qui est un véritable danger. Il y a toujours Ebola. Ebola n'est toujours pas fini au Congo démocratique. On en parle moins, ce n'est peut-être plus à la mode, mais la menace est toujours là, pourtant. Donc, voilà. Bon, le Covid-19 est à la mode en ce moment. Bon.
Oui, donc c'est de cela qu'on parle. Alors, justement, pour revenir au coronavirus, à défaut donc de vaccin, puisqu'on n'en a toujours pas trouvé, la manière de traiter l'épidémie, c'est de confiner, faire des prélèvements et traiter si besoin. Est-ce que, au cas où l'épidémie se déclarerait aussi sur le continent, ce qui n'est pas le cas, on le répète, et vous avez raison d'insister là-dessus, donc au cas où une épidémie commencerait, compte tenu des modes de vie plus communautaires, et on l'avait vu au moment d'Ebola, est-ce que ces mesures seraient suffisantes ou est-ce qu'il faudrait avoir recours à des mesures plus drastiques ? Oh, il faudrait avoir recours à des mesures plus drastiques. Mais déjà, vous savez, par exemple, je pense dans tous les aéroports en Afrique, il y a prise de température, il y a prise d'informations sur les passagers et leur provenance. Dans beaucoup de pays, dont le Congo d'où je viens, des hôpitaux ont déjà été réquisitionnés, préparés à accueillir des possibles malades ou porteurs de ce virus. Donc, je pense que l'Afrique, malgré les difficultés, se prépare à répondre à cette épidémie, si épidémie il y avait. Donc, mais évidemment que si les gens restent chez eux, si la communication, j'oubliais un aspect très important, qui est la communication. Vous parlez d'affolement. Est-ce que la communication est bien faite ? Et je vois bien à Brazzaville, les gens sont pas correctement informés. Il y a une peur de cette maladie comme la peste. Et donc, il faudrait communiquer peut-être de manière plus sensée, et en utilisant de meilleurs canaux, en adaptant la communication à la population, et ne pas laisser la population s'informer que par les réseaux sociaux, par exemple. Tout à fait, où il peut y avoir beaucoup d'inexactitudes et beaucoup de sottises parfois aussi en matière sanitaire. Alors, revenons maintenant à votre spécialité, puisque vous êtes une spécialiste des maladies infectieuses, et j'aimerais bien aborder avec vous la question donc de l'état de la recherche sur les maladies infectieuses en Afrique. Donc, vos propres recherches portent surtout sur le traitement de maladies tropicales, et notamment le paludisme. Alors, évidemment, l'inévitable question, c'est pourquoi n'y a-t-il toujours pas de vaccin pour soigner cette maladie parasitaire transmise par le moustique ? Alors, la première réponse c'est qu'il n'y a pas de vaccin à ce jour contre aucune maladie parasitaire. Donc, ça, c'est un premier point. Pourquoi ? Parce que le parasite, justement, comme son nom l'indique, est très malin. Donc, pour le moment, il arrive encore à déjouer les plans mis en place par les scientifiques. Il y a un vaccin élaboré par GSK, entre autres, et la Fondation Gates, qui a une efficacité d'environ 30%, 33%, donc qui n'est pas le bon vaccin, mais qui est un vaccin ou qui sera un vaccin. Donc, des efforts de la recherche sont nécessaires. C'est un premier point. Deuxième point, c'est vrai, il faut des financements pour aller plus vite dans la recherche. Et c'est vrai que le paludisme est une maladie liée à la pauvreté. Et donc, tant que ceux qui souffrent de cette maladie, les gouvernements africains, ne mettront pas la main à la poche et financeront ces maladies en disant c'est notre priorité, on attendra toujours que ce soit d'autres qui mettent la main à la poche. Bon, et il y aura des lenteurs parce qu'il y a pas. Il faut bien comprendre que l'industrie pharmaceutique ne sont pas des philanthropes. Ils ont besoin d'avoir des retours sur investissement. Bien sûr, bien sûr. Et faire un vaccin coûte cher et prend du temps. Oh, et coûte très, très cher. On l'oublie souvent. C'est extrêmement cher et il faut un retour sur investissement. Donc, et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir justement des soutiens comme de philanthropes comme la Fondation Gates pour pouvoir accélérer le développement de ce type de vaccin. Alors pour vous, un vaccin contre le paludisme, c'est à peu près à quel horizon ? C'est possible d'abord, et à quel horizon ? Oh, ça fait un moment qu'on se dit que ça va être dans les 2 ans, les 3 ans à venir. Donc là, on attend le feu vert de l'OMS puisqu'il y a eu une étude sur 3 pays pour vérifier certains aspects de ce vaccin-là, de Mosquirix. Voilà, je cherchais le nom. Son nom commun sera Mosquirix. Donc, après,
l'OMS donnera son feu vert, mais pour le moment, l'Agence européenne des médicaments avait déjà donné son feu vert pour ce vaccin. D'accord. Alors, on peut espérer dans les 2 ans qui viennent. Il n'est pas bon de donner des chiffres. D'accord, je vois bien. Alors, dans les années à venir, oui. Donc, en ce qui vous concerne, tout au long de votre carrière, vous avez formé des scientifiques africains de différentes nationalités dans des disciplines telles que l'immunologie et l'épidémiologie moléculaire. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite des résultats qu'ils ont obtenus à ce jour? Et j'imagine que leur tâche étant immense, surtout en Afrique, pouvez-vous nous donner quelques exemples de recherches endogènes qui ont permis de véritablement faire un bond en avant? Alors, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé essentiellement sur le paludisme, donc comprendre les souches, justement. La recherche est un plat qui se mange froid, et donc il faut avoir des informations qui paraissent, qui peuvent paraître, comment on dit ça, de la recherche de base fondamentale, mais qui est nécessaire. Et donc on a décrit. J'ai été l'une des premières à décrire les souches. C'était les souches au Sénégal, des souches prélevées chez les gens qui étaient malades et les gens non malades pour comprendre comment le système immunitaire répondait aux souches et comment les souches échappaient au système immunitaire. Donc c'est vrai que j'ai formé beaucoup d'étudiants qui sont devenus aujourd'hui même responsables de centres de recherche, et donc il y en a un qui est spécialiste des essais cliniques, qui est au Bénin, au Gabon, il y en a d'autres, des immunologistes. Toutes ces disciplines sont importantes pour donner des informations sur la situation de ces maladies dans nos pays, et pas que l'OMS se base que sur des estimations. Alors, des recherches endogènes qui sont menées, par exemple, l'impact du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Ça, c'est important. C'est à la fois aussi de la recherche opérationnelle. On veut voir parce que le traitement qu'on donne à la femme enceinte, le parasite est résistant, de plus en plus résistant à cette molécule. Donc, il faut faire de la surveillance, utiliser la biologie moléculaire dans la surveillance pour voir si les souches sont encore sensibles à ce médicament. Et si les souches ne sont plus sensibles, est-ce que ça a un impact sur le bébé? C'est ça l'important, hein, et sur la mère. Donc tout ça, ce sont des recherches que nous, Africains, devons mener. Nous ne pouvons pas attendre que des chercheurs européens ou américains viennent faire ce genre d'études. C'est à nous d'évaluer, de regarder ce qui se passe pour pouvoir conseiller les autorités. Donc, la drépanocytose, paludisme et trait drépanocytaire, j'ai travaillé dessus au Gabon, au Sénégal, j'ai commencé au Sénégal, et puis ensuite au Gabon et actuellement au Congo sur cette thématique qui est très intéressante parce que justement, le parasite aussi, le paludisme, vous savez, existe depuis que l'homme existe. Hein, Oui, bien sûr, puisque le moustique nous a précédés même, je pense. Voilà. Et donc, on pourrait se demander, mais comment ce parasite résiste et tient jusqu'aujourd'hui? Justement, c'est parce que on s'entend bien quelque part, hein, l'homme et ce parasite, et comprendre justement que le trait drépanocytaire, c'est la réponse humaine à cette infection. Et donc, comprendre comment les gens qui portent ce trait drépanocytaire, quels sont les mécanismes immunitaires qu'ils ont mis en place pour résister à ce parasite, parce que c'est le cas, c'est très, très informatif. Et au Congo, en Afrique centrale, on est vraiment à l'endroit où il faut être pour étudier cela. Parce que le trait S, l'hémoglobine S, falciforme, c'est en Afrique centrale qu'elle s'est vraiment bien implantée. Donc, vous voyez, c'est passionnant, c'est très intéressant. Je vois, en effet, vous êtes très passionné. Alors, vous avez une autre passion, puisque depuis janvier 2009, vous êtes également impliqué dans le renforcement des capacités de la recherche biomédicale en Afrique centrale, par le biais du réseau régional d'Afrique centrale sur les essais cliniques, le CANTAM, et le réseau panafricain Pandora IDNet. Donc, il y a aussi une dimension donc, de technologie émergente. Là encore,
Quel résultat avez-vous abouti et que reste-t-il d'urgent à faire? Alors, justement, ces études, nous avons évalué des combinaisons thérapeutiques en réseau en Afrique centrale. Le réseau Cantam, c'est l'Afrique centrale. Le renforcement des capacités. On a mis en place un laboratoire de recherche sur la tuberculose à l'université de Yaoundé au Cameroun, un autre au Congo-Brazzaville. Ensuite, Pandora est très intéressant parce que Pandora, justement, s'adresse aux maladies émergentes et réémergentes, dont Ebola, coronavirus, on est en plein, chikungunya. Donc, nous avons mené une étude très intéressante. L'année dernière, nous avons eu une épidémie de chikungunya à Brazzaville, en République du Congo. Nous avons décrit cette souche et décrit la maladie, donné des informations aux autorités. Avec les partenaires africains, il y avait une épidémie au Nigeria de la fièvre Lassa. Là aussi, le réseau Pandora est intervenu. Donc, suivant les pays, les pathogènes qui sont émergents sont différents, mais tout aussi menaçants. Et c'est à nous, chercheurs locaux, de regarder ce qui circule et de préparer les laboratoires à identifier ces pathogènes le plus tôt possible. Et j'oubliais un point très important en lien aussi avec coronavirus et tous ces virus, c'est l'animal. Oui, puisqu'on disait qu'éventuellement, il y aurait une transmission de la chauve-souris pour le coronavirus à l'humain. Absolument. Et Ebola, pareil. Réservoir animal, chikungunya, pareil. Donc, il est important dans nos pays que nous, chercheurs locaux, que nous nous intéressions aux zoonoses, c'est-à-dire aux maladies, aux virus, aux pathogènes portés par les animaux et qui sont transmis à l'homme, parce que là, on voit très bien que toutes ces flux épidémiques viennent du réservoir animal autour de nous. Et l'Afrique centrale en particulier est tellement riche, à la fois sa végétation, et sa richesse, sa faune animale, qu'il y a beaucoup à faire parce qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, d'épidémies qui vont arriver. Alors, maintenant, parlons de votre cas particulier, puisque vous êtes non seulement une scientifique de haut vol, bardée de médailles, mais aussi, vous êtes aussi une femme africaine dans les sciences. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop difficile, d'une part, pour vous décider pour une telle carrière, et ensuite d'arriver au niveau où vous en êtes aujourd'hui? Non, je dirais, pas difficile, non, parce que j'ai fait mes études en France. Donc, j'avoue que je n'ai pas eu à souffrir du fait d'être une femme ou d'être une fille lorsque j'étais au lycée et étudiante. Mais par contre, ça a été plus difficile quand le retour au Congo ou le retour quand je me suis installée, parce que là, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de femmes scientifiques et que surtout, j'étais ignorée, quoi. Mon avis comptait peu. Donc là, j'ai compris, oui, qu'il était difficile d'être une femme scientifique en Afrique et qu'il fallait s'imposer. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait entendre ma voix, mais j'ai fait entendre ma voix par le travail et par les résultats. Voilà. Et là, je pense que c'était quand j'ai compris, mon but évidemment a toujours été de travailler, mais je pense que pour nous les femmes, il faut vraiment qu'on montre notre valeur par les résultats, et quand on a les résultats, se tenir droit, les montrer et s'affirmer, pas se cacher et mettre un homme devant nous en lui donnant les résultats et lui les présente pour nous. Non. Bien sûr. Alors, je crois que vous êtes issu d'une fratrie de 5 frères. Vous avez 5 frères plus jeunes que vous. Mais qu'est-ce qui vous a donc donné l'idée de devenir une biologiste, enfin de vous spécialiser en biologie moléculaire? Le goût de la recherche, des enquêtes. J'étais très intéressée par les romans policiers, par exemple. Et non, c'est vrai, très, très passionnée. Et je crois que la recherche, c'est une enquête policière, où le criminel peut être un virus, une bactérie ou un parasite. Et donc, il faut trouver le moyen de le démasquer et de l'anéantir. C'est exactement ça, je crois. C'est cette réflexion, comprendre lui, le parasite, le criminel essaie
de se cacher, Bon, c'est une bonne définition, effectivement. Alors, parmi toutes les récompenses que vous avez reçues, laquelle vous a le plus touché? Alors, vous avez eu le prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union africaine pour les femmes en 2012. Vous avez été aussi lauréat du prix Rice, le réseau international des Congolais de l'extérieur. Vous avez reçu le prix Georg Forster en Allemagne en 2015, ou bien encore le prix Christophe Mérieux en France en 2016. Et de surcroît, en 2016 également, vous avez reçu la médaille d'or de la recherche scientifique du chef de l'État de la République du Congo, Sassou Nguesso. Donc, de toutes ces récompenses, laquelle vous a le plus touché, le plus ému? Oh, elles sont toutes différentes, toutes différemment m'ont touchée, toutes. Bon, je pense qu'elles étaient largement méritées. Alors maintenant, dites-moi, une initiative comme celle de la Fondation L'Oréal, qui récompense avec des bourses de recherche au niveau doctoral ou postdoctoral des jeunes femmes scientifiques africaines, donc chaque année, et ça depuis 2 ans, est-ce que ça vous paraît suffisant? Et est-ce que ce ne serait pas davantage aux responsables africains, au gouvernement africain, à encourager ces femmes chercheuses, et ce, dès le plus jeune âge, pour susciter des vocations? Vous avez parfaitement raison, absolument, mais on est bien heureuse d'avoir le soutien de fondations comme la Fondation L'Oréal, parce qu'il y a tellement à faire pour encourager les filles et les femmes africaines à s'engager dans les sciences, que vraiment tout soutien est le bienvenu. Mais il est clair, les femmes représentent plus de 50% de la population. Elles ont de très bons résultats au lycée et après, elles s'arrêtent pour diverses raisons culturelles, etc. Il faut mettre des mesures d'encouragement, il faut cibler le soutien aux jeunes filles et évidemment les gouvernements des pays africains doivent complètement s'investir si ils veulent que les femmes apportent leur contribution au développement du pays. Absolument. Oui, et susciter des vocations, j'imagine que ça se fait très jeune. Oui, absolument, absolument. Et c'est ce que nous faisons, nous, avec notre projet Femmes et Sciences. Justement, nous allons dans les collèges où nous rencontrons des élèves de 3e jusqu'à la terminale et nous échangeons. J'essaie de leur montrer que la carrière scientifique est une carrière passionnante et que le pays a besoin d'avoir des scientifiques pour pouvoir répondre aux besoins de la population et qu'encore une fois, j'essaie de faire comprendre qu'on ne doit pas attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Donc, dès le plus jeune âge, qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas attendre, mais se dire comment je vais contribuer. Donc, j'essaie de leur donner cette je ne sais pas comment on dit ça, ce désir de servir. Voilà. En tout cas, je suis sûre que votre exemple est une inspiration pour toutes ces jeunes filles qui aspirent à devenir elles-mêmes chercheuses. Professeur Francine Toumi, merci de tous ces éclaircissements. Merci Christine de m'avoir invitée et à la prochaine. Et bon vent. Merci beaucoup. Bonne chance à Spoutnik. Merci.